C'est bon, Yves. Tu commences. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je Muy buenos m'excuse días pour a todos. le retard Pido qui est dû à des disculpas por problèmes el techniques. retraso. Et je vais donc Y démarrer cette table ronde et je voy a suis très iniciar honoré de esta pouvoir le mesa faire redonda et en présence de collègues et amis qui en ont presencia participé à cette table ronde. de colegas que van a Je voudrais participar partir d'un en premier esta mesa constat redonda. qui est le En fait primer qu'il y a lugar, quisiera actuellement, depuis une dizaine d'années, une très grande effervescence patrimoniale dans le monde. decir que desde hace Et unos 10 años hay una cette gran effervescence efervescencia patrimoniale patrimonial y esta entraîne efervescencia patrimonial des ambivalences patrimoniales tout aussi importantes, tiene voire también sur como des aspects consecuencias politiques, identitaires, économiques ou écologiques. Dans ce consecuencias cadre, políticas, de identitarias multiples y económicas. communautés souhaitent chercher à Las identifier, pequeñas comunidades analyser ou valoriser des identificarse, patrimoines très divers. analizar, valorizar los Ces patrimonios. expériences ont été initiées dans le contexte des années 60-70 Se en inició Amérique en los años latine, 60, 70 avec en une América réaction au Latina, canon culturel con una européen et reacción dans le cadre d'un courant cultural post-dictatorial en et d'un cadena processus lent y vers la transition vers la démocratie. un proceso Le cadre también en que se structurant de toutes ces incluía en actions a el donc été la table ronde de camino a la Santiago du Chili, democracia qui a eu lieu en mai 72 en mayo et qui a del proposé le 72. concept Se de inició, musée intégral et se interdisciplinaire. organizó en Alors, de Santiago quoi s'agit-il un pour un musée evento. intégral ¿De qué se interdisciplinaire? trata? Tout d'abord, c'est un En primer instrument au lugar, service de la es un société instrumento al servicio de la qui a pour objet sociedad de valoriser un que patrimoine tiene global como pour un objeto développement valorizar un global. patrimonio Donc, on voit les global trois mots para fondamentaux, la hacer un société, desarrollo le global. patrimoine global qui fait La référence à sociedad, el patrimonio l'interdisciplinarité, global et le développement de global y pour el la aspecto société, cultural. pour les populations. El desarrollo global Ce para la cadre, sociedad cette y table las ronde de Santiago poblaciones. du Chili a permis de favoriser Y l'essor de nouveaux courants esto théoriques, en la Santiago nouvelle de Chile muséologie, la muséologie sociale, permitió participative et desarrollar la critique. museología Alors, social y non pas tout à fait participativa y crítica. Santiago du Chili, où en sommes-nous? ¿En Il qué semble punto déjà estamos en intéressant de faire Santiago de référence à Chile? la conférence de Caracas en Es interesante 1992, mencionar la dans conferencia de laquelle Caracas, on pouvait noter en qu'il la y que avait se peu podía réellement observar de que références à Santiago du Chili pocas dans le diferencias continent había en Santiago européen de et en Chile dehors de l'Amérique latine, et plus spécifiquement du Mexique, où se développaient de nombreux musées communautaires. Cependant, les signataires de la déclaration de Santiago avaient déjà souligné l'un des y obstacles ya se à había ce destacado o musée subrayado los intégral, obstáculos, c'est le fait qu'il devait être réalisé porque había que à niveau realizar local, voire régional, et dans des communautés qui soient petites ou moyennes. Quels en sont las donc comunidades les que changements fueran importants qui sont pequeñas apparus o de medianas? 72 à aujourd'hui et qui Y peuvent desde el permettre 72 d'expliquer hasta la hoy, situation actuelle? Alors, sans aucun souci d'exhaustivité, je voudrais pointer quelques éléments qui me semblent importants, puedo et destacar notamment ciertos qui elementos favorisent que me l'environnement des parecen communautés, importantes. avec 4 conférences internationales qui Con ne 4 touchaient pas conferencias directement le monde du musée. internacionales, La conférence pour la diversité biologique avec l'annexe 8J et qui a focalisé le point sur le fait que la biodiversité n'était plus perçue comme un la patrimoine primera national, conferencia mais destacó comme el une hecho de que la patrimoine locaux biodiversidad en lien avec les savoirs locaux. Et cette era annexe importante 8J a été prise en compte sous la pression, je dirais, en 2003, plutôt sous la pression de peuples asiatiques, il y a eu la Convention UNESCO sur le patrimoine immatériel qui a favorisé le développement d'art du spectacle, de rituels, d'événements festifs, etc., qui ne pouvaient prendre corps sans associer les populations locales, tant esto à no se podía l'identification du concretizar sin patrimoine asociar qu'à a la las valorisation. poblaciones locales. En 2012, le En 40e anniversaire de 2012, la Convention pour la protection du patrimoine por mondial el 40 était aniversario de la intitulé Patrimoine Convención mondial sobre du la développement protección del durable, le rôle des patrimonio, communautés locales. Donc on el voit rol de las cette prise en comunidades compte locales es, grandissante. Et je voudrais conclure sur cet aspect-là avec le protocole de Nagoya, y, qui y en quisiera 2014 a été signé, mencionar el 2015 pour protocolo que l'Europe, se firmó en 2016 pour la France, 2014, et qui implique les acteurs locaux dans les phases de recherche et de valorisation des ressources implica génétiques. que se Alors, integren ce actores qui a été mis locales en place en pour las lutter contre la investigaciones biopiraterie a previas, des implications très fortes pour les musées, con car il n'est plus aplicaciones muy possible aujourd'hui fuertes. de collecter sur le terrain des éléments des collections naturelles. Ça Se touche donc trata les de musées qui sont colectar en naturels, mais terreno aussi les musées d'ethnologie, puisque colecciones très souvent, naturales des vêtements, des costumes, que pueden éléments qui ser sont liés à l'ethnologie, vestimentas, utilisent trajes, des éléments du monde naturel, des plumes, des elementos poils, del mundo des coquillages, natural, etc. etc. Le contexte académique s'est également El contexto profondément modifié académico et vous verrez también que se c'est largement preocupó mobilisé par tous les y collègues se qui ont movilizó participé à ce colloque, avec le para développement participar en important des esto études culturelles, des études de genre et des études postcoloniales. con estudios Enfin, il y de a género y le contexte postcoloniales économique, écologique et social qui s'est modifié et qui a entraîné, notamment en Amérique du Nord, y le se développement des modificó musées activistes.
la Alors, museología en face à la general y en América del communauté, Norte se il y a integró aussi un también el frein activismo, par la très grande professionnalisation dans les musées et qui fait que ces nouveaux professionnels ont du estos mal nuevos à accepter profesionales, que certains représentants des populations locales puissent travailler avec eux. Et puis, il y a les problèmes de financement des projets y qui también peuvent está el passer sous tema del contrôle des pouvoirs financiamiento de publics los et qui vont proyectos, reprendre, j'allais dire, une mainmise sur ces projets participatifs. porque hay que retomar Alors, tous ces también y éléments ont ocupar estos focalisé proyectos une participativos. opposition très forte, mais qui existe déjà depuis assez longtemps, entre deux conceptions du musée. Se Et cette oponen dos opposition a pris conceptos del corps de façon museo très desde importante hace mucho à tiempo, Kyoto en septembre 2009, comme vont l'expliciter les conférenciers. D'un côté, nous como se avons un va a musée explicar universaliste, inclusif, posteriormente. qui peut être basé sur les discours scientifiques, qui se qualifie de non politique et qui est Podemos jugé par basarnos les en el opposants de ce musée comme trop discurso élitiste. científico Et de l'autre, y un afirmar musée que no somos communautaire polémicos, ou multiculturaliste, qualifié de polyphonique, qui est jugé pour les opposants calificado comme de trop idéologique et activiste. polifónicos, que Alors peut-on son entrevoir une considerados complémentarité entre ces représentations au lieu d'une opposition irréductible? Alors pour répondre à cette question, lors de Para ce responder a colloque, esta il y aura 7 pregunta, tables rondes thématiques qui vont aborder seremos l'analyse estar d'expériences dans desarrollando des muséologies dans des contextes très divers. Et en auparavant, je contextos vais varios donner la parole à des conférenciers invités qui vont présenter leur analyse des définitions des musées, de leur mission, de leurs valeurs et de la de sus responsabilité valores sociale. y de la Alors tout presión. d'abord, nous aurons une intervention d'Hugues de Varine, qui a été directeur de l'ICOM en 1972, qui a organisé avec Grete Mosny du Chili et Raymond Frein de l'UNESCO la table ronde de Santiago du Chili. Je pense qu'il est inutile de le présenter dans le monde des muséologues, tant c'est un acteur majeur de la muséologie, du patrimoine et Es du un développement actor communautaire mayor depuis 50 ans. Sa de la présentation museología y su va tourner sur un presentación regard personnel sur la table ronde de Santiago et en la mesa quelques-unes de ses redonda de conséquences. Santiago. Les deux autres participants qui vont Los suivre otros ont dos été témoins et participantes que van a acteurs seguir de la fueron conférence testigos générale de l'ICOM de à la Kyoto. François Mérès, tout Conferencia General d'abord, de Kyoto, professeur à l'Université de Sorbonne Nouvelle, et titulaire de la profesor chaire de la UNESCO pour l'étude de la Universidad diversité Sorbonne muséale Nouvelle, et de son évolution, était président de testigo de l'ICOFOM su de 2016 à evolución, 2019. Il intitule sa conférence La bataille de Kyoto, y llamó évolution, su révolution, coup conferencia La d'État. batalla de Kyoto, Sera suivi par Yves Bergeron, qui a également y será participé à cette seguido por conférence, Yves qui est professeur, Bergeron, titulaire de la chaire de profesor recherche titular sur la gouvernance des de musées et des la droits de la culture investigación à sobre la l'Université du gobernanza Québec à de los Montréal. museos en Sa Montréal. conférence s'intitule De Su Santiago conferencia à Kyoto, le souffle de la se nouvelle llama muséologie. de Enfin, Santiago a Maria-Isabelle Kyoto, Orellana, el directrice aliento du de la musée nueva d'éducation Gabriel museología. d'Israël, qui dépend du service luego, national du patrimoine culturel chilien, qui a co-organisé ce colloque, María va Isabel nous faire Orellana, part de la directora del résilience des musées en Museo temps de de pandémie. Gabriela Mistral, Et sa conférence y su conferencia s'appelle Les musées en temps de pandémie, des consommateurs Museos en culturels aux tiempos de citoyens pandemia, et citoyennes consumidores. numériques. Sans plus attendre, je vais Sin donc esperar más, passer la parole à Hugues de Varine, enfin pour présenter voy le a film ceder Hugues la de Varine. palabra. Merci à vous. Bonjour à tous, merci beaucoup pour participer à ce Muy colloque. buenos días, muchas gracias Je por estar vais, participando en este coloquio. je vais effectivement essayer d'évoquer ce qui s'est passé, Voy a tratar de evocar proposer efectivamente une piste pour comprendre l'évolution entre para dar una pista para 1972 et donc comprender la la evolución déclaration entre de Santiago, 1972 y la declaración et de d'un autre Santiago, côté effectivement, y por otra parte, ah non, efectivamente, je vais remettre, désolé. Et d'un autre côté, ce qui s'est passé à Kyoto por otra en parte, lo que pasó en 2019. Kyoto, 47 ans, la question c'est est-ce que 47 finalement c'est años une después. évolution linéaire qui La s'est pregunta présentée es entre saber si fue una evolución 1972 et lineal, lo que 2019, ocurrió entre el 72 y el cette 2019. fameuse définition du musée présentée et finalement non votée à Kyoto, ou est-ce que c'est autre chose? Pour bien comprendre, de lo que se presentó en Kyoto y il faut que finalmente effectivement no se votó. imaginer ce Para qui s'est entenderlo passé bien, d'une part hay à que imaginar à Santiago et ce qui s'est passé aussi lo que à pasó Kyoto. en Santiago y en À Kyoto. Santiago du Chili, il y a effectivement Santiago, une déclaration, tout efectivamente, un colloque, un moment extrêmement important qui va voir se desarrolló émerger un une coloquio en un définition momento sumamente qui sera celle de importante l'ICOM pendant très longtemps, qui est celle de 1974. Ce que y vous avez generó sous la les definition yeux, de c'est effectivement la 1974. première définition du Y lo que musée tienen ante établie los par ojos es l'ICOM la en primera definición de 1946 museo et qui centre, que on antes pourrait dire, databa de toute l'essence même 1946 du musée à y partir de la logique de concentra collection, toda la à esencia partir del effectivement museo y a d'éléments techniques, partir dans elementos une conception, dans técnicos une acception extrêmement classique. en una Ce qui acepción apparaît sumamente effectivement clásica. au
cours de la fin des années 60 et au début des années 70, c'est effectivement une transformation véritable avec un certain nombre d'actions, comme notamment le projet de Casa del Museo au Mexique, les musées d'Anacostia à Washington, l'écomusée du Creusot un peu plus tard, et je dirais le moment déclencheur de cette crise des musées, c'est notamment effectivement la conférence de l'ICOM en 1971. Qui est orchestré par Hugues de Varine, à l'époque bien sûr directeur de l'ICOM. Ce qui va évoluer, c'est très clairement ce moment de la déclaration, le musée, bien sûr, ce musée intégral, mais au service effectivement de la société et de son développement. Cette logique qu'on retrouve dans la déclaration de Santiago, on la retrouve dans la définition de l'ICOM qui va émerger en 1974 et qui va être la définition du musée pendant extrêmement longtemps. Il y a eu quelques transformations effectivement entre 1974 et à partir de 2007, surtout toute une série d'éléments qui vont être reliés, mais la définition en elle-même ne bouge pas beaucoup. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'elle est très clairement influencée, on pourrait dire, par la logique de Santiago. Néanmoins, cette définition de l'ICOM qui se poursuit jusqu'en 2007, et c'est encore évidemment celle que vous avez sous les yeux, qui est toujours la définition actuelle, elle est très très différente de celle de Kyoto, que je ne vais pas relire ici. Je voudrais juste éclairer les éléments sous-jacents qui viennent de définitions précédentes. Si on retrouve la définition de 2007, en fait, il faut se rendre compte que cette définition, elle est reliée à toute l'histoire des définitions antérieures. On retrouve des termes qui datent de 1951, qui datent de 1946, dans les multiples évolutions de la définition de l'ICOM, qui datent de 1961, bien sûr, effectivement, de 1974, qui va être un changement majeur, mais qui continue de conserver toute une série d'éléments liés aux définitions précédentes. Donc on est vraiment dans une évolution qui connaît un tournant majeur en 1974, mais qui tient compte de l'ensemble de l'histoire de l'ICOM et qui cherche effectivement à rassembler, on pourrait dire, ceux qui sont à l'avant-garde de la transformation du musée, mais aussi ceux qui sont dans une acception beaucoup plus classique de la définition du musée. En revanche, si on essaye d'énumérer les mots qui datent de définitions précédentes dans la définition de Kyoto, suggérée à Kyoto, il n'y en a que 3 sur la centaine. Tous les autres sont 9. C'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il y a eu une volonté de révolution, de transformation radicale de la définition à Kyoto qui a été discutée à ce moment-là, et dont vous savez qu'elle était sans doute trop radicale pour passer. Et pourtant, il y a effectivement aussi, dans les années 70, une évolution du musée qui se poursuit. À vrai dire, s'il y a eu un certain nombre de transformations du musée, comme j'ai cité le projet Casa del Museo, etc., c'est durant les années 1970 et 80 qu'on voit ce mouvement, ce rôle social du musée s'affirmer de plus en plus à travers effectivement le monde des musées en général, à travers bien sûr la nouvelle muséologie dont il va être bien sûr question, à travers la sociomuséologie, la muséologie sociale de manière plus globale, mais très clairement effectivement on a cette tendance qui se poursuit durant au moins on pourrait dire les années 1980 et une partie des années 90, mais qui va progressivement aussi faiblir. Et c'est un point important, si vous vous souvenez bien sûr du milieu des années 90, on assiste à l'émergence d'autres phénomènes, d'une transformation commerciale du musée qui voit le jour, non pas évidemment avec le musée Guggenheim de Bilbao, qui n'en est qu'un symbole, mais un symbole extrêmement important et qui montre, on pourrait dire, ce qui va être l'évolution la plus singulière et la plus importante dans les années 90. Le monde des musées va se retrouver beaucoup plus dans cette dimension
de marché, dans cette dimension partiellement commerciale, dans cette dimension de blockbuster, de musée superstar, que dans la définition et la logique sociale. Et pourtant, on va voir néanmoins, au cours des années 2000, plutôt à partir des années 2007, et notamment de la crise des subprimes, un grand nombre de nouvelles publications qui travaillent de nouveau, qui présentent de nouveau le rôle social des musées comme étant essentiel, extrêmement important, l'un des points les plus importants pour le développement des musées au XXIe siècle. Et c'est en ce sens qu'on peut peut-être évoquer le fait qu'il y a bien sûr une évolution, mais peut-être un peu plus cyclique, à savoir certainement dans les années 70, un moment social qui s'est très largement développé et dont on pourrait dire que Santiago, les écomusées, la nouvelle muséologie sont les symboles, mais dans les années 2007-2010, un moment qui effectivement voit le jour aussi sur un plan social et qui évolue, qui montre justement une importance grandissante. Mais néanmoins, avec aussi un certain nombre de creux. On pourrait dire que les premières générations d'écomusées ont connu aussi un certain déclin, qu'une partie de la nouvelle muséologie a décliné, a été transformée et a repris un autre souffle à travers toute une série d'autres visions. Un cycle social peut être en lien aussi avec les crises économiques qui ont lieu dans les années 70 et puis bien sûr dans les années, au début des années 2000 avec la crise des subprimes. Alors c'est dans ce contexte, on pourrait dire qu'on voit l'évolution du musée, que s'attelle à travailler Jette Sandal, qui est la présidente du comité pour la nouvelle définition, MDPP, qui est instaurée à Milan en 2016, que travaille aussi l'ICOFOM, le comité pour la muséologie, qui réfléchit beaucoup à la définition du musée depuis de très nombreuses années, et qui va développer toute une série de réflexions, de colloques, pour essayer de comprendre quels seraient les termes, quels seraient les points les plus importants qui devaient être ajoutés justement à la nouvelle définition du musée. Et à travers les différentes interventions, les différents colloques, ce qui apparaît de manière la plus importante, notamment lors de colloques comme ceux de Buenos Aires, de Rio de Janeiro, même de Sint-Andrews ou de Paris, c'est que la dimension la plus importante, ça n'est pas la muséologie critique, ça n'est pas l'éducation de manière classique, ça n'est pas le rôle numérique ou le tourisme, c'est essentiellement effectivement le rôle social, l'inclusion, la participation qui constitue le gros des interventions dans les colloques en matière effectivement de ce qui doit être mis en exergue pour transformer le monde des musées. Donc il y a bien sûr ce moment qui est important à comprendre. Il y a une transformation, c'est sûr, il y a une tendance de fond qui s'opère sur ce plan social. Mais en même temps, il y a une tendance, on pourrait dire, qui s'appuie sur cette dynamique qu'on pourrait présenter effectivement, comme l'a évoqué Yves Giraud, comme beaucoup plus activiste, qui se fonde sur un certain nombre de nouvelles expériences, les musées de femmes, des musées en lien avec les communautés, des musées sans collection, des musées qui sont vraiment ancrés pour transformer la société, pour jouer un rôle actif et politique au sein de la société, qui vise très clairement à infléchir la définition de manière effectivement très inclusive, de manière à la faire appuyer les thèses que ces activistes cherchent à mettre en exergue, mais probablement aussi de manière assez exclusive par rapport à des définitions plus classiques du musée. Et d'une certaine manière, le comité qui se présente au sein de l'ICOM comme ayant développé un processus extrêmement démocratique de consultation, ce comité qui était sélectionné par Jette Sandal et par la présidente de l'ICOM, Soy Aksoy, est un comité qui est très résolument composé de personnalités qu'on pourrait présenter comme très largement activistes. En pointe avec des personnalités de premier plan sur la question des restitutions, des gender studies, des women studies, puisque Jette Sandal, par exemple, a présidé, a créé un musée de femmes, par exemple, sur la question des communautés autochtones, sur la question des droits de l'homme. En tout état de cause, effectivement, c'est un comité extrêmement engagé
et dont on pourrait dire qu'il ne reflète pas évidemment l'ensemble des positions de l'ICOM, dont on sait que ces positions sont sur un spectre extrêmement large, qui accueillent aussi bien des tendances très actives et très activistes, mais aussi des tendances qu'on pourrait considérer comme beaucoup plus classiques et sino tendencias también que podemos considerar la clásicas recherche, etc. para la investigación, Il est etc. intéressant de voir que Es sur le interesante site de ver l'ICOM, que en el à sitio del l'initiative ICOM, évidemment de la présidence de Soyaksoy et de Yete Sandal pour la définition est conçue comme beaucoup se plus vaste concibe la que le rôle qui definición était como naguère con el celui rol de la définition de l'ICOM, qui était celle d'intégrer, de reconnaître de la ou non definición del les ICOM, que membres era du integrar ICOM. La définition du musée dans cette perspective, la definición del museo en esta perspectiva, selon le texte que vous pouvez trouver sur le site según de el l'ICOM, texto que pueden encontrar en el sitio del ICOM, au niveau de la responsabilité iba a tener en matière de un rol développement durable, en materia de en matière responsabilidad d'urgence de de la crise desarrollo économique, sustentable, pour révéler les profondes para inégalités revelar qui las agissent au sein desigualdades du monde, profundas pour exprimer la que hay responsabilité en des el musées mundo, en para matière expresar la effectivement responsabilidad de los de museos transparence, de gouvernance, de con lien avec les droits materia de de l'homme, etc. transparencia, de C'est évidemment gobernanza, ce point etc. très affirmé dans la définition de Este Kyoto punto muy qui va afirmado amener beaucoup de difficultés. Car tiene también effectivement, muchas si le dificultades. NDPP cherche à rencontrer un certain nombre de membres un peu partout à travers le monde, à travers Tratamos ces de encontrar qui a sont présidés, varios miembros en el mundo présidés et gérés par beaucoup de comités nationaux. y hay muchos de comités s'il y aura un nacionales que appel administran esto à des nouvelles définitions, plus de 269 para nouvelles solicitar nuevas définitions definiciones. vont avoir lieu, vont être présentées. In fine, ce seront des propositions de définition, Son propuestas de definiciones les appels et les propositions émanant des membres, mais beaucoup plus en que revanche, emanan vont être de sélectionnées los de miembros manière démocratique à l'intérieur du y que comité son mucho des más CPP, democráticas dentro de los comités mais très largement, bien sûr, y que qui ne reflètent pas l'ensemble de la disposition de l'ICOM. no reflejan el conjunto de la disposición del ICOM en la Asamblea General. Lorsque le conseil d'administration de l'ICOM Y cuando el Consejo de Administración del ICOM la définition qui pourrait être adoptée, menciona la definición que se podría des réactions adoptar, qui vont immédiatement voir le jour, visant à remettre en question cette proposition en disant qu'elle est très largement critiquable. Évidemment, ce qui dice que apparaît, esta comme propuesta es muy criticable. faire voter sans la discuter véritablement, Entonces pretenden hacerla votar sin discutirla, s'appuyant sur finalement un point de vue très particulier, mais extrêmement apoyándose en un punto de vista muy particular, du musée, pero sin embargo interesante, évidemment a suscité des critiques de la part de nombreux lo que artistes, suscitó también de professionnels du críticas musée, une trentaine de comités nationaux et internationaux qui vont por envoyer une lettre parte de unos ouverte avant 30 l'Assemblée comités nacionales e générale. internacionales. Durant l'Assemblée générale extraordinaire, il est Entonces, intéressant durante la évidemment de Asamblea voir General qui sont les Ordinaria, comités qui sont en faveur du nouveau projet es de interesante ver cuáles son los comités que están a favor del nuevo proyecto. positionné sur une vision, on pourrait dire, anglo-saxonne du musée. L'Australie, les Pays-Bas, les États-Unis, le Danemark en lien avec Yete Sandal qui est aussi danoise, la Scandinavie de manière générale, présentant et on pourrait dire très clairement supportant une vision se fondant sur les différentes valeurs activistes présentées par la définition. En revanche, ceux qui se sont exprimés en faveur d'un vote contre, donc c'est-à-dire de postposer le choix, regroupait beaucoup de comités nationaux, européens, mais aussi latino-américains, un grand nombre de comités latino-américains, également effectivement des comités comme l'Iran, Israël, etc., etc. Finalement, ce qui va avoir lieu, comme vous le savez, ce sera un report à plus de 70% et des transformations assez importantes concernant la structure même, ce qui va in fine aboutir à la démission d'un grand nombre de membres du comité pour la définition du musée et finalement la démission de la présidente Soyaksoy
à travers toute une série de, on pourrait dire, conséquences qui sont un peu la suite. Et l'un de ceux qui avait été à l'intérieur du comité MDPP, plutôt un défenseur d'une vision plus balancée, qui était Alberto Garlandini, qui va finalement succéder à la tête de l'ICOM en tant que président. Alors, en ce sens-là, on pourrait dire que c'est peut-être un coup d'État qui a voulu s'opérer avec une vision très radicale, très changeante, et certainement ne rassemblant pas l'ensemble des points de vue de l'ICOM, ce qui a amené cette volonté de passer outre en quelque sorte et d'essayer d'aller vers un vote en espérant justement avoir un dernier assentiment en dernière minute peut-être. Mais ce qu'il est intéressant de voir, c'est que si, je n'aurai pas beaucoup le temps d'en discuter de manière plus précise, si on se penche, c'est ce que j'ai pu faire avec un certain nombre de collègues à travers une analyse des 269 définitions qui ont été proposées au sein de l'ICOM, si on cherche à regrouper les termes et les points les plus intéressants qui émergent, c'est qu'on peut observer effectivement des vraies transformations et des vraies répartitions différentes. L'analyse des correspondances qui a été faite démontre notamment, en tout cas, au moins 4 catégories. Je ne vais pas pouvoir avoir le temps de discuter très précisément de ces catégories, sinon de dire que parmi ce qui nous est apparu comme l'un des éléments les plus significatifs, il y a une catégorie très largement centrée sur un rôle beaucoup plus social, beaucoup plus actif du musée, beaucoup plus en lien avec les aspects politiques, les aspects beaucoup plus immatériels, pourrait-on dire, du musée, et que cette définition, on la retrouve beaucoup plus effectivement à travers beaucoup de pays d'Amérique latine. Et d'une certaine manière, ce qui transparaît à travers toutes les définitions qui ont émergé dans les 269 propositions, c'est finalement peut-être l'émergence d'une pensée spécifique en Amérique latine qui s'est développée, qui a certainement pris ses racines à travers notamment d'un épisode comme celui de Santiago, mais qui s'est poursuivi et qui très clairement continue de développer un message différent, une vision différente, même si cette vision, évidemment, cherche à s'intégrer aussi de manière plus globale à l'intérieur, pourrait-on dire, de l'ensemble du système. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire. Alors, je vais ici arrêter et je vais essayer de reprendre. Hop. Voilà. Je reprends ici effectivement le champ. François? Voilà. Oui? Il va falloir conclure là, s'il te plaît. Je viens de terminer, je viens de conclure et je vous cède la parole. Ok, donc Yves, je passe la parole à Yves Bergeron. Et essayez, parce que je contrôle le temps, mais je ne peux pas vous faire un signe. Essayez vraiment de vérifier votre temps de parole, parce qu'en fait, je ne peux pas intervenir, moi, c'est compliqué. Yves, maintenant, c'est la vidéo, il est prête la vidéo maintenant. Ah, alors, excuse-moi Yves, on passe la vidéo et tu reviendras. Mais pour Yves, essayer de bien gérer ton temps, parce que je ne peux pas vous faire signe, moi. Oui. Donc c'est un peu, je ne peux pas faire mon travail. Donc, on m'a demandé de dire quelques mots au début de ce colloque. Non pas comme ancien participant, car je n'ai pas participé à la table ronde de Santiago, je n'en ai été que l'organisateur avec ma collègue de l'UNESCO, Raymond Frein. Mais je voudrais seulement, toujours en quelques mots, je n'ai pas beaucoup de temps, mais dire un certain nombre de points qui me paraissent importants. On a tout dit déjà sur Santiago, sur ses suites. Vous allez en dire encore d'autres, vous allez continuer à travailler sur la tradition, si on peut dire, de Santiago, sur le message de Santiago. Je voudrais simplement, à titre personnel, sans aucune prétention à une réflexion approfondie sur le sujet, dire quelques points, quelques idées que j'ai en tête depuis Santiago et dans la suite des années de ces 48 ans qui se sont passés depuis Santiago.
La première chose est que, même si on parle beaucoup de décolonisation ces jours-ci, et on pourrait imaginer que Santiago était un phénomène de décolonisation, en réalité, je crois que le mot de décolonisation est un mot négatif qui s'adresse plus aux anciens colonisateurs qu'aux anciens colonisés. L'Amérique latine, à l'époque, il y a 48 ans, avait été décolonisée depuis longtemps. Ces problèmes n'étaient pas tellement de décolonisation. Ces problèmes, à l'époque, et ça l'a été ensuite pendant longtemps, étaient des problèmes de libération de formes de dictature, qui était une colonisation de l'intérieur, peut-être. Mais je n'aime pas ce terme de décolonisation. En réalité, je crois que Santiago a été une des premières manifestations d'un phénomène qui me paraît beaucoup plus important, beaucoup plus constructif et beaucoup plus positif, qui est celui de l'invention de formes d'action et d'action de développement, dans notre cas de muséologie, de nouvelles formes de muséologie, que moi j'appelle de l'inculturation. C'est-à-dire que création par les cultures des différents pays, des différents territoires, création de formules qui viennent de leur culture autochtone, de leur culture locale, de leur culture sociale venant de la société elle-même et non pas influencée par l'extérieur. Santiago, organisé par l'UNESCO et l'ICOM, a été volontairement, de notre part organisateur et ensuite de la part des participants, a été une initiative, est devenue une initiative latino-américaine menée par 2 groupes de personnes, des gens de musée qui avaient été invités et des experts des différents problèmes du développement de l'époque, du développement des gens, du développement des sociétés en Amérique latine de l'époque, qui se sont regroupés et qui ont travaillé ensemble pendant un certain temps. Deuxième chose, donc, à part cette inculturation, cette invention de la part les peuples eux-mêmes, et dans notre cas, les gens de musée eux-mêmes, de formules correspondant à leur culture, à leurs besoins, à leur société, à leur développement, on peut dire que, du point de vue de la méthode, Santiago a été aussi une décentration du regard porté sur le monde de l'époque. Décentralisation par l'apport de spécialistes de l'aménagement du territoire et de l'aménagement urbain, de l'agriculture, de l'éducation, de l'environnement. Et ça, c'était extrêmement important. On décentrait en regardant des choses qui n'étaient pas des choses de musée, mais ensuite en les regardant avec le point de vue des musées. Et ça, je crois que c'était, du point de vue méthodologique, c'était extrêmement intéressant. Et c'était peut-être la première fois que ça se passait dans un cadre, finalement, UNESCO et ICOM. Et cette décentration se faisait en espagnol. Je précise le fait qu'on n'a pas parlé à Santiago ni anglais ni français. Et c'est pourquoi je ne peux pas parler du contenu des débats, puisque je ne parlais pas l'espagnol, je ne comprenais pas l'espagnol, et je n'étais que l'organisateur. Je voudrais insister aussi sur le rôle qu'a joué à Santiago, et depuis Santiago surtout, un homme qui est mort l'année dernière, Mario Vázquez. Le Mexicain Mario Vázquez, qui à l'époque était déjà un grand muséologue mexicain, qui avait montré au Mexique, par la création des grands musées mexicains, qui avait montré une nouvelle approche de la muséologie et de la muséographie, et qui, à Santiago, a été certainement un des écrivains, un des auteurs de la fameuse déclaration de Santiago, qui a tenu à réaliser lui-même dans son pays une expérience dans le même esprit,
selon le même fil directeur, et qui ensuite a toujours été, notamment dans le cadre de l'ICOM, une espèce de prophète de ce que moi j'appelle l'inculturation, c'est-à-dire du fait de partir de la base des gens et de la culture des gens, la culture, disons, populaire, de la culture des peuples, pour en déduire ce que devait être un musée, ce que pouvait être un musée. Donc un hommage à Mario Vasquez, et je crois, c'était un ami, et je crois qu'il a vraiment contribué énormément au développement de cette nouvelle muséologie. Hommage aussi à Hernán Crespo Toral. Hernán Crespo Toral était à l'époque de Santiago, était directeur du musée de la Banque nationale d'Équateur. Il n'était qu'un participant comme les autres, mais depuis, il a été adjoint au directeur général de l'UNESCO, et c'est lui qui a voulu, 20 ans après, en 1992, qui a voulu refaire une suite à Santiago par la réunion de Caracas. Il s'était rendu compte que, sauf dans le cas de Mario Vasquez au Mexique, il ne s'était pas passé grand-chose depuis Santiago. Il a voulu relancer la chose, et Caracas a été une nouvelle occasion pour des muséologues d'Amérique latine de revoir les concepts et les orientations de Santiago. 92, c'est curieux, c'est que cette année 92 de la réunion de Caracas a été aussi l'année du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, et c'est en 92 à Rio de Janeiro, dans le cadre du sommet de la Terre, que notre amie et collègue Fernanda Moro a lancé la première réunion internationale des écomusées, qui était, si on peut dire, l'application au terrain et au petit territoire, au petit musée, des principes de musée intégral de Santiago. Enfin, autre point que je voudrais souligner, c'est un rapprochement intéressant entre la doctrine, si on peut dire, ou l'esprit de Santiago, et ce qui est devenu, au moins dans le cadre du Brésil, mais au-delà aussi du Brésil, la relation entre un autre concept, une autre conception, une autre méthode, qui était celle de Paulo Freire, éducateur brésilien, pour rapprocher le musée d'une libération de l'individu, d'une libération de la culture, d'une libération des actions de développement, qui est bien liée à l'esprit de Santiago. C'est curieux de dire que Paulo Freire avait été, par moi, pressenti pour intervenir à Santiago. Il n'a pas pu le faire pour des raisons politiques, mais c'était bien la même idée que nous avions en organisant Santiago, de promouvoir cette idée d'une libération de la capacité créatrice des musées pour servir la société, toute la société, et les territoires, les communautés, de manière à permettre un développement plus autonome, plus autochtone de ces territoires. Enfin, pour terminer, la relation très intéressante entre ce thème de votre colloque, cette réflexion sur les suites de la table ronde de Santiago, et les essais de l'ICOM pour trouver une nouvelle définition du musée, dont je ne peux pas dire si ça va vraiment déboucher sur quelque chose de vraiment important, mais qui montre bien que les promoteurs de cette nouvelle définition du musée, qui contestaient dans les termes, mais pas contestés dans le contenu, dans le fond, ces promoteurs, en fait, s'alignent bien sur l'esprit de la réunion de Santiago. Et quel que soit le résultat de ce débat actuel à l'intérieur de l'ICOM sur
la définition du musée, il est certain que 48 ans après Santiago, l'esprit est entièrement passé pour montrer que le musée a un rôle effectif dans la société et doit prendre les moyens de le faire et pas uniquement d'être une attraction touristique ou simplement un objet de recherche scientifique. Voilà, c'est quelques idées personnelles que je voulais dire et je vous souhaite le plus grand succès dans vos débats. Mais merci de m'avoir écouté et bon courage. Au revoir. Mais doublement merci, Hugues. Et maintenant, je passe la parole à Yves Bergeron. C'était finalement un bon lien, malgré les problèmes techniques, puisque Yves, tu abordes effectivement le passage entre le Santiago et Kyoko. À toi. Alors, si tu peux, tu surveilles ton temps de parole, parce que je ne pourrais pas te faire signer. Oui, très bien. Je surveille. J'avais préparé une présentation PowerPoint, mais je crois que c'est pas utile. Tant que ça, parce que, bon, il y avait quelques images et des mots-clés. Je dois d'abord dire que je suis vraiment heureux de participer à ce colloque, d'autant plus que je me suis toujours identifié au mouvement de la nouvelle muséologie, d'abord pour avoir, dans une première partie de ma carrière, travaillé comme conservateur à Parc Canada, où notre patron, René Rivard, qui a été un des acteurs du mouvement de la nouvelle muséologie, nous avait donc ouvert au concept d'interprétation et à la philosophie de Freeman Tilden. Mais surtout parce que j'ai travaillé 10 ans au Musée de la civilisation à Québec sous la direction de Roland Arpin, qui avait intégré précisément dans la culture du musée les valeurs de la nouvelle muséologie en plaçant le visiteur au centre du musée. Et dans l'histoire contemporaine de la muséologie au Canada, c'est un moment de disruption. Puis enfin, je crois que la grande majorité d'ailleurs des muséologues nord-américains partagent ces valeurs. Donc François l'a souligné il y a quelques instants, l'année 2019 aura été par un débat pour le moins épique au sein du Conseil international des musées. Annoncé il y a quelques années, la communauté muséale internationale s'est engagée, comme le veut la tradition, dans un processus de révision de la définition de musée. François Mérès, André Desvallées avaient d'ailleurs publié en 2007 un collectif de chercheurs du comité muséologie ICOFOM sur cette question, en prévision de l'adoption de la nouvelle définition à Vienne en 2007. Et vous verrez, je vais revenir sur ce moment parce que c'est ce qui, ICOM 2007 annonce les grandes transformations. Dans ce même esprit, ICOFOM tenait en 2017 un nouveau colloque international à Paris sur le thème « Définir le musée du 21e siècle » en proposant de multiples réflexions et de chercheurs sur les impacts dans la pratique professionnelle, mais aussi dans les législations nationales qui encadrent le mandat des musées. Donc, des arguments qui seront repris d'ailleurs à Kyoto. L'opération de révision de la définition annoncée par la direction de l'ICOM a très rapidement mobilisé et littéralement polarisé les membres. Et cette division en deux clans manifestement opposés, qui s'est notamment manifestée au congrès de Kyoto, avait pour toile de fond les limites du rôle social des musées. Et comme l'a souligné Yves, comme je suis titulaire de la chaire sur la gouvernance des musées et du droit de la culture, il devenait, en tout cas, il nous apparaît essentiel pour notre équipe de chercheurs de suivre attentivement ce débat au Canada, plus particulièrement dans la communauté francophone canadienne, représentée par la Société des musées du Québec, mais aussi l'Association des musées canadiens, ICOM Canada. Donc, nous avons organisé avec ICOFOM une consultation de la communauté muséale en 2018-2019 pour connaître la position des membres sur ce qui devait structurer cette nouvelle définition. Et assez rapidement, un consensus s'est dessiné sur le fait que
la définition actuelle, elle correspond encore assez bien à la pratique professionnelle. C'est-à-dire que les membres souhaitaient surtout rappeler que certains principes leur semblaient essentiels, incontournables et qui devaient toujours figurer dans une nouvelle définition. Alors, les membres soutenaient que le musée doit demeurer une institution à but non lucratif au service de la société. C'était le premier élément essentiel. Et ils incitaient également sur l'importance de conserver les termes patrimoine matériel et immatériel de l'humanité. Je reviendrai d'ailleurs sur l'introduction du concept de patrimoine immatériel qui a rapidement été intégré dans la culture des musées nord-américains. Donc, en observant les transformations de la définition de musée adoptée par le Conseil international des musées au cours des dernières décennies, on constate quoi? Que l'introduction de nouveaux concepts a eu des impacts majeurs sur la définition du mandat du musée. La Convention de l'UNESCO sur la sauvegarde du patrimoine immatériel adoptée en 2003, Yves le soulignait tout à l'heure, ça a contribué très sérieusement à intégrer le rôle social des institutions muséales. C'est pourquoi la définition de musée adoptée à Vienne en 2007 élargissait la notion de patrimoine au patrimoine immatériel. Mais ce simple ajout a transformé la conception de l'objet muséal et la nature même des collections. Au Canada, il faut le dire, l'introduction de cette définition a été relativement bien accueillie, malgré une certaine résistance, je dirais, des professionnels des musées au départ qui souhaitaient continuer surtout à privilégier l'acquisition et la conservation du patrimoine matériel. Mais pourtant, le patrimoine immatériel a rapidement intégré les nouvelles politiques de développement des collections et cette approche s'est traduite par de nouvelles perspectives dans la programmation des expositions, mais là, dans toutes les catégories de musées, et ça va des musées des petits musées régionaux, aux musées de société, aux musées de sciences et aux musées d'art et d'art contemporain. Si le Canada, en fait, n'a jamais ratifié la Convention de l'UNESCO, c'est important de le souligner, sur la sauvegarde du patrimoine immatériel, le gouvernement du Québec a adopté en 2011 une nouvelle loi sur le patrimoine qui reconnaît précisément le patrimoine immatériel. Et cette législation, elle a eu des répercussions directes sur le mandat des musées au Québec. Et à cet égard, le Québec constitue une province distincte au sein du Canada. Et depuis, en fait, le 19e siècle, malgré tout, les musées américains s'intéressent particulièrement à la culture populaire. C'est, pourrait-on dire, dans l'ADN des musées nord-américains, de valoriser notamment la culture populaire. Donc, de nombreux musées ont contribué, par exemple, à constituer des collections de récits, de traditions des peuples autochtones, mais aussi des communautés culturelles qui se sont établies sur le territoire. Le changement, il se révèle donc fondamental, c'est-à-dire que les musées qui avaient l'habitude jusque-là, et c'est ce qui est important à retenir, de sélectionner des objets exceptionnels, des œuvres uniques, ils doivent maintenant choisir des pratiques qui sont reconnues par les communautés pour faire partie du patrimoine immatériel. Donc, c'est le processus de sélection qui se retrouve maintenant dans une logique inversée. Les musées, en fait, le musée n'est plus en position de révéler ce qui a de la valeur dans la culture en privilégiant des éléments de la culture savante, mais il doit plutôt composer avec les citoyens qui sont les premiers à reconnaître ce qui a une valeur patrimoniale. En d'autres termes, le patrimoine immatériel relève de la culture populaire et ce ne sont plus les professionnels des musées qui choisissent seuls ceux qui méritent d'entrer au musée. Il y a donc une remise en question de la posture d'autorité des conservateurs. En d'autres termes, le patrimoine immatériel a contribué, c'est indéniable, dans l'esprit du mouvement de la nouvelle muséologie à démocratiser la culture des musées. Cette posture, elle est devenue marquante dans l'histoire contemporaine de la muséologie parce qu'elle constitue une rupture majeure dans la tradition des musées. Si pour certains, cette étape représente une transformation profonde du rôle des musées, la nouvelle définition proposée à Kyoto l'an dernier a eu l'effet d'une véritable bombe. Je ne reprendrai pas ce que François a dit, mais en fait, c'est le régime de valeur des musées qui était tout à coup remis en question. Bien que le préambule à la proposition insiste sur la nécessité de doter le
le réseau des musées d'une nouvelle définition. L'énoncé proposé n'a pas fait l'unanimité. Hein. De nombreux textes ont été diffusés sur les réseaux sociaux, dans les revues et les médias électroniques pour contester la nouvelle définition. L'analyse de ces différents arguments, d'ailleurs, alimenterait à eux seuls, ces arguments, plusieurs colloques. Mais pour la définition qui est proposée ici, je rappellerai les principaux arguments invoqués lors de la séance plénière à Kyoto. On a répété à maintes reprises que cette proposition ne constituait pas en fait une définition formelle permettant de déterminer ce qui caractérise une institution muséale. La définition, c'est vrai, reste floue sur des collections et pourrait s'appliquer autant à une bibliothèque, à un centre culturel, à une place publique. Cette proposition relève davantage donc de l'énoncé de mission dans la mesure en fait où elle affirme les responsabilités sociales du musée. En d'autres termes, la proposition de définition précise les valeurs qui devraient animer les actions du musée. En ce sens, peu de membres étaient en désaccord avec les grandes valeurs formulées en conclusion de la définition, c'est-à-dire améliorer la compréhension du monde dans le but de contribuer à la dignité humaine, à la justice sociale, à l'égalité mondiale, au bien-être planétaire. Or, mais c'est pourtant ce qui a contribué à déchirer la communauté internationale, c'est-à-dire que les arguments législatifs ont rapidement émergé pour préciser qu'une définition internationale doit toujours s'arrimer à des politiques culturelles nationales. On a ici remis en question des concepts qui peuvent difficilement être définis dans un cadre législatif comme celui de la mémoire, des mémoires diverses ou de compréhension du monde. Certains, d'ailleurs, se sont demandé de quelle manière les gouvernements qui financent les musées pouvaient évaluer leur performance ou leur engagement pour la justice sociale, l'égalité mondiale et le bien-être planétaire. Je rappelle que les musées canadiens sont évalués périodiquement quand ils reçoivent du financement de l'État. Au-delà des arguments évoqués tout au long de la rencontre de Kyoto, je tenterai plutôt de démontrer que, en fait, cette proposition aussi controversée, parce qu'elle a été perçue comme telle, s'inspire directement de la résolution de la table ronde organisée par l'UNESCO à Santiago du Chili en 1972. Cette déclaration qui affirmait haut et fort le rôle social du musée est considérée comme le point de départ du mouvement de la nouvelle muséologie, la proposition de Kyoto m'apparaît comme l'aboutissement direct des valeurs exprimées par les participants sur le rôle des musées en Amérique latine. Quand on relit les principes de base du musée intégral, qui se veut le préambule des résolutions adoptées par la table ronde, on est frappé par quoi? Par la ressemblance avec les arguments invoqués en 2019. Le 30 mai 1972, on y rappelle les problèmes du milieu rural, du milieu urbain, du développement scientifique et technique, de l'éducation permanente pour l'avenir de la société en Amérique latine. Les auteurs évoquent dans les considérations d'introduction la crise profonde que vit l'humanité causée par l'évolution technologique, les gigantesques progrès de la civilisation matérielle, créant un déséquilibre entre les pays développés et ceux qui restent en marge. Et on rappelle que les problèmes de la société contemporaine, ils sont dus à des injustices et que l'on ne pourra pas y apporter de solution tant que celles-ci n'auront pas été corrigées. On y constate également, en fait, que le progrès des sociétés dans le monde contemporain doivent être envisagés globalement, mais en même temps être réglés dans leurs multiples aspects. Le musée semble l'institution, donc, toute désignée pour combattre les inégalités. C'est ainsi qu'on définit le rôle du musée à la suite des premiers constats. Je vous le rappelle, que le musée est une institution au service de la société dont il est partie intégrante et qu'il possède en lui-même les éléments qui lui permettent de participer à la formation de la conscience des communautés qu'il sert, qu'il peut contribuer à entraîner ces communautés dans l'action en situant leur activité dans un cadre historique qui permettent d'éclairer les problèmes actuels, c'est-à-dire en rattachant le passé au présent, en s'engageant par rapport aux changements de structure en cours et en provoquant d'autres changements à l'intérieur et de leur réalité nationale respective. Donc, cette définition, elle se rapproche assez étrangement de la proposition de Kyoto,
On y retrouve en premier lieu l'affirmation que le musée est avant tout au service de la société, ce qui signifie que le musée doit avant tout être centré sur la culture populaire plutôt que se faire le porte-parole de la culture savante. On envisage son rôle d'institution servant à la formation des consciences des communautés. Donc, c'est précisément ce que propose la nouvelle définition qui affirme le rôle politique du musée en faveur de la justice sociale. En 1972, on reconnaît que le musée doit éclairer les problèmes actuels en contribuant à transformer la société pour le bien des communautés nationales. En 2019, on formule ce même objectif en d'autres termes, c'est-à-dire améliorer les compréhensions du monde dans le but de contribuer à la dignité humaine et à la justice sociale. De plus, on y précise la nécessité pour les musées d'évoquer le passé, de contribuer à changer la société. En somme, si les mots et la formulation changent, les objectifs sont manifestement les mêmes. Il aurait donc fallu attendre près de 50 ans pour que les valeurs adoptées à Santiago remontent donc jusqu'au cœur du Conseil international des musées. Et pour bien comprendre ce décalage entre 1972 et 2019, il me semble utile de se pencher sur l'esprit de la nouvelle muséologie qui émerge de la table ronde de Santiago. La ressemblance avec la définition proposée en 2019 peut sembler étonnante à première vue, mais pourtant, les principaux éléments qui semblent nouveaux aux membres de l'ICOM, comme le musée lieu de démocratisation, dédié au dialogue critique et à l'égalité des droits afin de contribuer à la dignité humaine et à la justice, ne sont probablement que l'écho lointain, mais profond, de la déclaration de Santiago du Chili. Et voilà ce qui est étonnant, parce que les valeurs de la nouvelle muséologie ont été plutôt mal accueillies dans les décennies 70. Bien sûr, le mouvement a été soutenu par des muséologues reconnus comme Hugues de Varine, Georges-Henri Rivière, John Keenard, André Desvallées, Duncan Cameron, Pierre Méran et René Rivard pour le Canada. Et puis, il est vrai aussi que les écomusées puis les musées communautaires se sont inscrits dans cette perspective très rapidement. Mais ces musées sont restés quand même longtemps, il faut le reconnaître, en marge du réseau muséal. Force est de constater que le monde muséal, qui repose sur une conception européenne, valorise depuis l'apparition des musées publics la mise en valeur de la culture savante. Donc, le régime de valeurs qui s'est développé dans le réseau muséal européen a pour noyau central le concept de chef-d'œuvre, et cette notion de chef-d'œuvre semble s'opposer d'une certaine façon à la philosophie de la nouvelle muséologie, centrée non pas sur l'objet, mais sur le rôle d'acteur social du musée. On peut donc se demander ce qui a changé entre 1972 et 2019. Et sur cette période de 5 décennies, les musées ont connu, c'est vrai, des transformations profondes. François en a évoqué plusieurs, qui ont transformé le musée en profondeur. Donc, citons simplement à titre d'exemple, les ouvrages d'André Desvallées, François Mérès, André Gobe, Noémie Drouguet, Serge Chaumier, Robert Janes, Bernard Schill, Bruno Soares, et tous ces articles sur les grandes transformations de la muséologie, puisque depuis 20 ans notamment, on se penche avec attention sur les grandes tendances qui transforment les musées. Pour ceux qui ont eu l'opportunité d'observer les débats à Kyoto, il m'apparaît assez évident que la polarisation des débats témoigne d'une fracture générationnelle. Nés après la Seconde Guerre mondiale et ayant bénéficié en Occident de la croissance économique des Trente Glorieuses, les bébés boomers ont milité à compter de la décennie 70 pour les valeurs de la nouvelle muséologie dans lesquelles ils se reconnaissaient. Ils ont forcé les musées au sein desquels ils travaillaient à se préoccuper des publics et des attentes des communautés. Ils étaient préoccupés par les multiples formes de médiation et ils ont milité pour le développement de l'action culturelle. Manifestement, il y a un écart marqué entre les bébés boomers et la génération des jeunes muséologues qui renouent aujourd'hui avec les valeurs sociales, mais d'une autre manière. Ces jeunes, ils proviennent de la génération Y, de la génération des milléniaux, c'est-à-dire cette cohorte née dans les dernières décennies des années 90, qui forme aujourd'hui, il faut le reconnaître, la relève dans le monde muséal. C'est eux qui vont prendre en charge, qui ont déjà commencé à prendre en charge les musées. Donc, cette génération, elle souhaite des changements plus profonds pour les musées et semble adhérer plus spontanément à la nouvelle définition du musée.
Il est intéressant de voir que les jeunes muséologues d'aujourd'hui sont sensibles à ces questions, alors que nous sommes dans une période de l'histoire où les idéologies de l'extrême gauche comme de l'extrême droite ont de plus en plus d'adhérents. Une autre fracture s'est dessinée au long de cette 34e Assemblée générale de l'ICOM, c'est-à-dire que les disparités entre les pays riches et les pays en voie de développement ont contribué à polariser aussi les positions. On a entendu à plusieurs reprises des intervenants dénonçant le néocolonialisme des pays européens, des pays riches. Les représentants de ces pays souhaitent que les musées puissent jouer un rôle plus déterminant dans les inégalités sociales et ils militent bien sûr pour une plus grande justice sociale et pour la lutte contre les changements climatiques. Enfin, il m'a semblé se dessiner une troisième fracture qui regroupe cette fois les pays qui ont évité de participer au débat et au sein desquels le musée, il faut bien le dire, est au service des gouvernements et qui conséquemment ne peuvent pas militer pour des changements sociaux. Ce silence, il pesait assez lourd sur la rencontre de Kyoto et il faut aussi en tenir compte. Donc, cette définition, qui en définitive n'en est pas une, propose pourtant un énoncé de mission qui remet en question la raison d'être des musées, et c'est d'ailleurs ce qui s'est retrouvé au centre des débats. Il ne s'agissait pas tant de déterminer ce qui permet de définir un musée que d'affirmer le rôle qu'il doit jouer pour les communautés. Et cette nouvelle conception du musée correspond, me semble-t-il, à l'esprit de la nouvelle muséologie. Comme à Santiago en 1972, la communauté internationale des musées a donc discuté de valeurs communes. C'est vrai que le discours était plutôt orienté dans les perspectives politiques et autour d'enjeux qui concernent fondamentalement l'UNESCO. Mais ces enjeux politiques ont contribué, bien sûr, à la polarisation des positions de plusieurs pays. Des intervenants, d'ailleurs, comme l'ex-directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Nathalie Bondil, ont souligné le danger de faire éclater l'ICOM. Et ça, on l'a senti très nettement pendant cette semaine. Si la définition proposée avait été adoptée, est-ce que le Conseil international des musées ne serait pas devenu une sorte d'UNESCO 2.0 avec un mandat propre à la diplomatie internationale? On peut se poser la question. La nouvelle définition, en tout cas, vient affirmer le postulat que les musées ne se définissent plus à partir des collections et de la notion de patrimoine, ils se définissent à partir des engagements que les musées prennent à l'égard des communautés pour la justice sociale. Il y a là, au sens figuré du terme, une sorte de ravin, un ravin profond à franchir pour une grande partie des membres du Conseil international des musées. Certains parleraient même de canyon, pratiquement infranchissable. Difficile donc, en conclusion, pour l'instant, d'envisager la suite des choses. À ce jour, les valeurs de la nouvelle muséologie ont pris près de 50 ans à remonter par les différentes instances au sein des associations nationales, les comités du Conseil international des musées, pour s'affirmer officiellement à Kyoto. La seule décision qui a été prise, ça a été de reporter l'adoption de la nouvelle définition, mais on peut penser que l'arrivée d'une nouvelle génération favorable à ces valeurs adoptera d'ici peu fort probablement une définition remaniée, mais une définition qui devrait intégrer en substance les valeurs de la nouvelle muséologie, faisant ainsi entrer les musées dans un nouveau monde. Voilà. Merci de votre attention. Je partageais mon écran. Bueno, mi presentación, si bien está muy asociada a la contingencia, está pensada también en la misma lógica de en qué estamos los museos en relación a la filosofía, ¿cierto?, que de alguna manera subyace a la Mesa Redonda de Santiago de Chile de 1972. Asistimos a un momento complejo, para nadie un secreto, ¿no?, que tiene una particularidad bien especial y que consiste básicamente en que estamos en un momento de la historia en la que todas las personas, digamos, vamos a tener un recuerdo común. Es un
la pandemia es un evento a nivel planetario y por lo tanto todos estamos de alguna manera vinculados a ella. Y eso significa que no solamente vamos a tener un recuerdo en común, sino que también vamos a tener ciertas reflexiones en común y otras donde seguramente también nos vamos a alejar. Entonces, básicamente, lo que yo quiero compartir con ustedes hoy día es qué estamos haciendo nosotros o cuál es la reflexión en la que estamos con respecto a estos temas. Desde una perspectiva, obviamente, desde una perspectiva de un país del sur y desde una perspectiva de un país latinoamericano, digamos, con las complejidades que tiene este mosaico de especificidades que se llama América Latina. Cuando nosotros nos planteamos la pregunta acerca de cuál es el rol de los museos en el contexto actual, es inevitable, ¿cierto?, pensar que ese rol está cruzado por una crisis sanitaria enorme en estos momentos, por una crisis económica, social, humanitaria, y también, por qué no decirlo, ¿cierto?, por una crisis de sentido con respecto a esta institución que conocemos como museo y que, como muy bien mis colegas presidentes, ¿cierto?, analizaron, está en cuestionamiento, ¿cierto? Está en cuestionamiento en cuanto a su definición, pero también está en cuestionamiento en cuanto a la mirada, que va más allá de la definición, que tiene que ver con cuáles son las filosofías que de alguna manera se instalan detrás de esa definición, o cuáles son las miradas de la museología que se instalan detrás de esa definición. Cuando hablamos de los museos, ¿cierto?, y los clasificamos, ¿cierto?, de acuerdo a sus actividades, en qué tipo de museología están, no sucede lo que sucede con otras corrientes de pensamiento que, como decía, ¿cierto?, Kuhn, las revoluciones científicas, ¿cierto?, desde su perspectiva, a partir de ciertas revoluciones, la ciencia iba avanzando, iba quedando un paradigma atrás, iba avanzando otro y otro. Bueno, eso, que si bien no me hace tanto sentido ni siquiera en los términos que lo señala Kuhn, creo que en los museos es en el lugar donde menos se puede aplicar, porque nosotros podemos encontrar en el mismo museo diferentes miradas, diferentes perspectivas museológicas, incluso durante, digamos, una misma administración. Entonces, bueno, cuando hablamos de este rol de los museos, en el caso nuestro nosotros nos paramos desde la nueva museología y desde la museología crítica, porque sentimos que esas son las perspectivas que más se acomodan al tipo de trabajo que nosotros realizamos con nuestras comunidades. Bueno, dentro de esa lógica, pensar el rol de los museos es pensar también en algo que ha ocurrido con la pandemia, pero que no hace más que graficar algo que ya estaba, que venía desde antes y que tiene que ver con esta conciencia acerca de la fragilidad del museo. Fragilidad en cuanto a sus públicos, ¿cierto? Hasta los museos que tenían más visitantes anualmente van a entrar en un periodo en el que ese aforo, esa cantidad de visitantes no va a superar seguramente el 30% de lo que tenían cuando cerraron sus puertas en tiempos, entre comillas, normales. Una fragilidad en cuanto a sus recursos, porque obviamente si los recursos antes eran escasos, producto de la pandemia van a ser más escasos aún. Fragilidad en cuanto a sus espacios, que tienen que ser mucho más higienizados, mucho más seguros para sus visitantes, y en cuanto a sus equipos de trabajo que se han visto, sobre todo en los museos más pequeños, en esas pequeñas estructuras que son privadas sin fines de lucro, que no tienen el aparato estatal que de alguna manera los puede proteger, que se han visto tremendamente afectadas en cuanto a su funcionamiento. Pero también el museo nos ha demostrado históricamente, si nosotros lo vemos en una perspectiva de larga duración, que tiene una capacidad de resistencia y de reconversión que es importante. Y que ha permitido hasta ahora, ¿cierto?, que más allá de las definiciones, más allá de la definición, ¿cierto?, hegemónica que el ICOM instaló desde sus inicios, ¿cierto?, en la década del 40, se convierte y se reconvierta cada cierta cantidad de décadas, ¿cierto?, y pase por fases donde pareciera que va a desaparecer, pero finalmente pasa a ser el símbolo de la época en la que se encuentra. Entonces, en este contexto, los museos en el mundo están en una situación muy complicada actualmente. Tenemos
de acuerdo, ¿cierto?, al informe que genera ICOM alrededor de abril, mayo, por ahí, ¿cierto?, que si bien metodológica, digamos que desde el punto de vista metodológico uno podría decir, bueno, sí, pero no todas las instituciones pertenecen a ICOM, no todas las instituciones contestaron la encuesta, pero nos permite tener un panorama, una instantánea más o menos de qué está pasando con los museos, ¿cierto? Entonces sabemos que más o menos el 94% de las instituciones museales en el mundo cerraron, que de esas que cerraron y que algunas ya están reabriendo, ¿cierto?, se estima que entre un 10 y un 13% aproximadamente no va a volver a abrir sus puertas porque su situación de fragilidad se lo va a impedir, que las regiones más afectadas por eso van a ser seguramente África y Asia, y que efectivamente el panorama de los museos va a cambiar enormemente en el post-pandemia. En cuanto a la situación de los trabajadores, ¿cierto?, tenemos nuevas modalidades de trabajo, teletrabajo o trabajo remoto o trabajo a distancia, trabajos para modos de trabajar y de relacionarse para los cuales no estábamos preparadas ni preparados la mayoría, trabajo semipresencial, trabajo intermitente, despidos, ¿cierto? En abril el MoMA, ¿cierto?, despide una cantidad o desvincula, ¿cierto?, una cantidad importante de trabajadores que realizaban labores en el área educativa. Los museos, de todas maneras, aun cuando estuvieron cerrados durante todo este tiempo, siguieron funcionando a una capacidad mínima, pero siguieron funcionando. Los museos requieren asistencia para sus colecciones, trabajos que no se pueden hacer en forma remota. El monitoreo de las colecciones se podrá hacer con algún software, ciertamente, pero hay una persona que para hacer conservación preventiva o conservación curativa. No podemos estar sacando las colecciones y llevándolas a las casas de los funcionarios, ¿cierto? Hay ciertos turnos éticos que estuvieron siempre preocupados de lo que pasaba al interior de los museos, que había muchas personas que estaban en trabajo remoto. Hay una cierta estabilidad laboral en algunos casos, ¿cierto? Y condiciones muy precarias en otros, realmente muy precarias en estos momentos, sobre todo en los trabajadores autónomos y en los que trabajan freelance. Entonces, bueno, actualmente, ¿cierto?, como ustedes saben, los museos reabrieron, algunos museos reabrieron en Europa y ahora vuelven a cerrar sus puertas, lo que también es un efecto enorme en términos de lo que eso significa para sus funcionarias y sus funcionarios y también para sus públicos. Reabren con presupuestos disminuidos, con otras formas de relacionarse con los públicos, con espacios, ¿cierto?, que tienen que ser mucho más restrictivos, no solamente en términos de cantidad de personas, también en términos de circulación, de desplazamiento, instancias que de alguna manera permiten que reflexionemos acerca de lo que está pasando, pero también que prendamos una voz de alerta con respecto a cómo nos vamos a reconectar con el público. Sobre todo porque cuando los museos nos fuimos a este confinamiento de tantos meses, los primeros meses realizamos un trabajo mucho más centrado en las redes, ¿cierto? Olvidando un poquitito, diría yo, a todos aquellos y a todas aquellas que no iban a poder ingresar por las razones que vamos a comentar más adelante, a estos espacios virtuales. Entonces, si bien estas experiencias de los museos volviendo, ¿cierto?, a abrir sus puertas han sido exitosos, de acuerdo a los responsables de estos museos, no tenemos asegurado todavía ese éxito en términos de cuál va a ser el impacto que eso va a tener en nuestros públicos. En el contexto nacional, en el contexto chileno, estamos en escenarios tan complejos y tan inciertos como los que están ocurriendo a nivel internacional, ¿cierto? Todavía con muchos museos cerrados a público, con economías frágiles, precariedad del empleo. Obviamente esta es una situación previa, la precariedad del empleo de muchas funcionarias y funcionarias de los museos, sobre todo de los museos privados, en Chile es una situación previa, pero que se ve agravada por esta situación, ¿cierto?, de pandemia. Tenemos nuevas formas de entregar contenidos, y estamos de alguna manera desterritorializando físicamente el museo, ¿cierto? Lo hicimos durante todos estos meses, lo sacamos del espacio físico y los museos que teníamos un trabajo territorial importante, como es el Museo de la Educación Gabriela Mistral, que además trabaja
en conjunto con todo el circuito Cultura Santiago Poniente, que como ustedes pueden ver en esa diapositiva, hay una gran cantidad de museos que están: el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Museo de Ciencia y Tecnología, el Museo de Arte Contemporáneo con su sede en el Parque Quinta Normal, el Museo Artequín, el Planetario de la Universidad de Santiago, la Biblioteca de Santiago, o sea, una cantidad enorme de entidades con las que trabajábamos territorialmente y cuyo trabajo quedó de alguna manera, ese trabajo territorial suspendido, un trabajo territorial que estaba destinado a un público que nosotros no hemos logrado capturar en las redes, por la precariedad en la que esas personas viven. Este es un barrio, estamos emplazados en un barrio popular del casco antiguo de la ciudad de Santiago. Entonces, vimos desplazarse las fronteras museales, ¿cierto? Aparece este trabajo multidimensional de las redes sociales. Entramos de lleno a estos espacios, entendiendo la cultura como siempre la hemos entendido, ¿cierto? Como una herramienta para mantener a la población comunicada, unida y consciente. Ahora más que nunca, ¿cierto? En este confinamiento que además ha sido muy complejo para muchas familias, porque estamos hablando de espacios con familias numerosas, con varios niños y niñas al mismo tiempo en la escuela, que no hay un computador para cada niña y cada niño en cada casa, no hay un computador para cada padre y para cada madre que trabaja. Entonces, estos espacios se han visto muy vulnerados, yo diría hasta violentados, los espacios personales, digamos, a partir de esta irrupción de lo virtual en las casas de las personas. Entonces, transformamos este vínculo, ¿cierto?, físico en un vínculo virtual, y empezaron a aparecer estas nuevas formas, ¿cierto?, con estos espacios museales más extendidos en su territorio simbólico. Nosotros, por ejemplo, hoy día estamos en un evento que, si bien ha tenido muchos contratiempos técnicos que son propios de estar entrando en un mundo en el que no estábamos acostumbrados, ¿cierto? Este coloquio era presencial, íbamos a tener gente que se iba a desplazar a este lugar, ¿cierto? Y lo paradojal de eso no es que nosotros hayamos cambiado el formato, es que básicamente este mismo formato nosotros lo podíamos haber utilizado en tiempos normales igual, porque esta tecnología ya existía. Es como la paradoja de la pandemia, ¿no? Entramos todos a un mundo virtual que ya existía, ¿cierto? Y con el que ya nos comunicábamos de alguna manera, aunque fuera incipientemente. Entonces, estas comunidades en las plataformas de Internet también se empiezan a agrupar en función de valores, de intereses, de sistemas de creencias, de pasatiempos compartidos, igual como físicamente. Entonces se amplía este territorio simbólico. Por un lado, nos desconectamos de un territorio físico, pero entramos a este otro que nos permite, por ejemplo, que hoy día haya personas que nos están viendo en los 5 continentes. Algo que ni siquiera se nos hubiera pasado por la mente hace un tiempo atrás. Claro, el streaming era algo que ya estaba sucediendo, pero ahora cualquier actividad que el museo haga a través de las redes sociales puede ser vista por muchas personas en muchos lugares del mundo. Entonces, eso implica, ¿cierto? El que nosotros entráramos a las redes implicó no solamente digitalizar objetos culturales. De hecho, si uno analiza qué fue lo que pasó, por lo menos en Chile, lo que entró a la red era lo que ya estaba. Todo el trabajo, por ejemplo, en los museos del Servicio Nacional del Patrimonio, había un trabajo importante de digitalización de colecciones. Entonces había mucho material al cual podíamos recurrir. No fue tan brusco este cambio, ni fue tan traumático de pasar de lo físico a lo virtual, porque teníamos una serie de acciones que ya se habían realizado, y además estábamos en proceso de virtualizar los recorridos de los museos. De hecho, hay una página, patrimoniovirtual.gov.cl, donde hay 7 museos estatales, entre esos el Museo de la Educación Gabriel Mistral, que tienen recorridos virtuales. Esto era un trabajo que obviamente venía desde antes de la pandemia. Entonces, iniciativas digitales ha habido muchas durante este periodo, ¿cierto? Las redes sociales han sido fundamentales para asegurar el traspaso de este conocimiento. La información que nosotros entregamos se ha ido transformando, tenemos visitas virtuales, tenemos charlas remotas, ¿cierto? Contenidos en línea, podcasts, una serie de cosas que estamos realizando. El Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, por ejemplo, tiene de libre disposición todas sus imágenes 3D que pueden ser descargadas
impresas en cualquier parte del mundo sin ningún costo, ¿cierto?, para las personas. Y entonces podemos decir que estamos en las redes. La pregunta que uno se plantea, ¿cierto?, porque una cosa es estar en un lugar, es si nosotros estamos transformando, replicando, ¿cierto?, contenidos, o estamos realmente elaborando contenidos en estas nuevas claves que nos demandan estos nuevos formatos. ¿Estamos traspasando el museo físico al museo virtual o estamos trabajando en lógica virtual? ¿Estamos trabajando en la lógica de Internet o estamos llevando, como antiguamente cuando recién empezaron las páginas web, ¿cierto? Las primeras páginas web de los museos, y en el fondo era un desplegable como el que uno le entregaba al público a la entrada, pero puesto, ¿cierto?, en una pantalla. Y ahí una cosa que es importante, ¿cierto?, un poco esta idea que nos recuerda Martín Oppenheim cuando dice en un artículo que tiene que se titula Ser visibles o no ser nada, ¿no? Y ahí una cosa que a mí me merece una duda enorme, porque hay museos que tienen muchos seguidores, muchísimos seguidores. Pero, ¿con cuántos de esos seguidores interactúa el museo? Porque una cosa es tener muchos seguidores, o sea, muchas personas que tengan en sus redes, las redes de nuestras instituciones, y otra que nosotros seamos capaces de interactuar con esas personas, que tengamos un alcance, digamos, que pueda ser significativo en términos de este momento museológico, por llamarlo de alguna manera, que se daba en lo presencial. Entonces ahí empiezan a surgir una serie de dudas que nos van poniendo en esta idea como de reflexionar acerca de qué es lo que efectivamente estamos haciendo. Pasamos, ¿cierto?, a lo virtual, pasamos a Twitter, pasamos a Facebook, todas estas cosas ya existían, Instagram, Facebook, pero empezamos a trabajarlas de manera mucho más sistemática, pero nos empezamos a dar cuenta rápidamente que en el caso chileno, mientras más entrábamos en la red, más personas se nos iban quedando afuera. Entonces que teníamos que buscar otras maneras, en el Museo de la Educación por lo menos esa fue la estrategia que utilizamos, otras maneras de conectarnos con estas personas que no tenían acceso a la red. Entonces, empezamos a hacer, tenemos un trabajo de un par de años realizado con un municipio de la sexta región, que es una región que es vecina a la región metropolitana donde está Santiago, y en una localidad que está como a 3 horas de Santiago, donde hemos hecho un trabajo importante con ellos de museología comunitaria. Y empezamos nos dimos cuenta que el medio de comunicación hasta el día de hoy en esos lugares no es la televisión, no es el celular, porque hay poca conectividad en muchos lugares, hay muy mala conexión, es la radio. Y sobre todo es la radio local. Entonces empezamos a transmitir mensajes a través de la radio local para llegar a esos públicos, ¿cierto?, que estaban de alguna manera desfigurándose, desvaneciéndose en el museo. Entonces, ¿por qué esta especie como de obsesión, ¿no?, de no perder ese público? Porque alguien podría decir, ya, pero ese público que ustedes están perdiendo es mucho menos o mucho menor en comparación al público que están ganando a través de las redes. Pero bueno, para nosotros los museos siguen siendo espacios de transformación social y de acompañamiento. Y en ese sentido, en estos tiempos, esa función social del museo, heredera directa de la Mesa Redonda de Santiago de Chile, en la ciudad en la que esa idea de museo se generó, no puede estar ausente. No podemos pasar por el lado, ¿cierto?, y deslumbrarnos con todas estas nuevas poblaciones que llegan en forma virtual. Bueno, obviamente esto implica que tenemos que tener ciudadanas y ciudadanos que estén preparados para estos nuevos desafíos, ¿no? Preparados para lo virtual. Eso implica tener ciudadanos preparados per se, preparados para la vida, digamos. Y en ese sentido, los museos tienen algo que decir al respecto. ¿Cómo transformamos nosotros estos consumidores culturales actuales en ciudadanas y ciudadanos digitales? Porque una cosa es que yo a través de mi teléfono me comunique
Y otra cosa es que yo utilice ese teléfono como un espacio público y no solo como un espacio personal como se suele utilizar. Entonces, tenemos una serie de herramientas, ¿cierto?, que nos pueden colaborar, pero también tenemos que entender que para poder entrar de manera coherente a estos espacios, para poder trabajar de manera armónica, tenemos que entender el museo desde el enfoque de derechos. Tenemos que entender el museo como una herramienta al servicio del desarrollo y la promoción de los derechos humanos. Y hay un derecho humano que empieza a ser cada vez más importante en estos tiempos de pandemia y que tiene que ver con el derecho a la conectividad, con el derecho a poder tener acceso a esa información que circula a través de las redes. Y también, obviamente, con el derecho, aunque parezca contradictorio, mientras más entramos en estas redes y mientras más públicos nos hacemos, también es más imperativa la protección de nuestros datos personales, sobre todo porque en las redes los más vulnerables y las más vulnerables son los mismos que son los más vulnerables en el espacio físico: las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres. Entonces, si nos planteamos desde una ciudadanía digital, tenemos que pensar en qué terreno estamos. Bueno, en Chile hay un estudio que se llama, o sea, hay varios estudios que se han hecho, pero hay proyectos que llevan bastante tiempo. Hay uno que se inició en el año 2015, que se llamaba Agenda Digital 2020 y que estimaba, y aquí me gustaría detenerme, creo que es súper importante esto, estimaba que en el 2020, o sea, en este año de pandemia, se iban a poder conectar digitalmente a todas las regiones del país, ¿cierto?, las personas, y que íbamos a alcanzar un 90% de hogares con banda ancha, que íbamos a cubrir el 90% de las comunas con zonas de Wi-Fi públicas, y en el ámbito escolar se esperaba que el 100% de las escuelas públicas dispusieran de una conexión. Eso se preveía para el 2020 y el 2015. El 2020, el 11 de mayo del 2020, el Ministerio de Educación de Chile señala: se busca mejorar el acceso a Internet de cerca de 10.000 establecimientos educacionales en 2021 e incrementar gradualmente las velocidades de conexión hasta fines del 2029. O sea, esto que se suponía que iba a pasar ahora, estaría pasando en las escuelas en Chile el año 2029. O sea, casi en una década más. Y nosotros, perdónenme el ejemplo tan poco elegante, pero los años de Internet, o sea, la tecnología en Internet son como los años de perro, uno vale por lo menos por 7. O sea, estamos hablando de que aquí va a haber una diferencia enorme en términos de una brecha enorme que se empieza a abrir cada vez más. Entonces, en este contexto, ¿cuál es el rol de los museos en relación con las tecnologías de la información? ¿Cómo nosotros favorecemos que efectivamente tengamos ciudadanas y ciudadanos cuyos derechos digitales estén garantizados, que puedan expresarse y fortalecerse, ¿cierto? O que puedan participar del espacio de la red como un espacio público, ¿cierto?, donde podamos ejercer esas ciudadanías que además son plurales, tan plurales como son ¿cierto?, en el mundo físico. Entonces, datos sumamente relevantes para entender en qué situación estamos es, por ejemplo, en la novena encuesta de acceso y uso de Internet que se realiza el año 2017, elaborada por la Subsecretaría para la Subsecretaría de Telecomunicaciones en Chile, se señala que el 87,4% de los hogares declaraba tener acceso a Internet, pero no existía ninguna diferenciación para saber qué tipo de conexión era. Que había aumentado el acceso a Internet en los hogares de los sectores rurales debido a la masificación del Internet móvil, pero que la conectividad era intermitente. Y que el índice de acceso a Internet de las familias, ¿cierto?, en las que existían niños en edad escolar era del 94%, mientras que en las familias compuestas exclusivamente por adultos mayores era solo del 54,6%. Uno podría decir que son cifras relativamente halagüeñas, pensando, ¿cierto?, en los tiempos que corrían. Pero
nosotros cuando descomponemos esas cifras nos damos cuenta de que la realidad va acrecentando una brecha digital y va dejando ahora marginados virtuales día a día. Entonces, la pregunta desde el museo es, ¿cómo logramos esta inclusión? ¿Cómo nos vamos a posicionar? ¿O vamos a seguir reproduciendo la misma desigualdad y la exclusión social que impera en el espacio físico? Nos costó muchas décadas que los museos se abrieran efectivamente a los sectores populares. ¿Y cuál va a ser la respuesta que le vamos a dar ahora nosotros, los museos, a esos sectores populares que están quedando fuera? Ahora, las preguntas que surgen son miles, pero por citar algunas, en cuanto a los medios digitales, ¿reproducen las mismas prácticas tradicionales? ¿Quién se hace cargo de la alfabetización digital y del capital cultural que se requiere para entrar? Porque tenemos que entender además que para participar de las redes, más allá de revisar mi teléfono y ver mis mensajes, yo requiero ciertas habilidades que muchas personas, por ejemplo, no tienen y que han sido súper complejas ahora cuando se ha virtualizado prácticamente toda la administración, ¿cierto?, del Estado, y hay muchos trámites que se hacen en línea y que antes se hacían en forma física. Y las personas de la tercera edad en Chile, que son los más vulnerables frente a la pandemia, ¿cierto?, los más afectados por ella, tienen que seguir haciendo trámites en el lugar físico porque no se manejan en las tecnologías, o porque no tienen acceso a Internet, o porque no tienen un computador. Entonces, ¿cómo fortalecemos los derechos humanos y cómo reivindicamos, ¿cierto?, los derechos culturales como parte de los derechos fundamentales de los seres humanos, como muy bien lo dice la Declaración de Friburgo? Entonces, tendríamos que entender que esta falta de acceso a lo digital, ya más que un asunto de estatus o de si somos o no somos nativos digitales, se está transformando en otra forma de violencia para las poblaciones más vulnerables. Y aquí hay ejemplos claros. Por ejemplo, aquí yo pongo en esta fotografía que ustedes ven, dice, es un extracto sacado de internet que dice el drama, con paraguas, dice el drama de alumnos que estudian en techos de casas para lograr señal de internet. Entonces, estas cifras de acceso de las que yo les hablaba hace un rato esconden una realidad muy desigual, como muy bien lo dijo la ministra cuando iniciamos el coloquio hoy día. La mayor parte de los hogares en Chile solo cuentan con internet a través de la conexión del teléfono. Este acceso por lo general es frágil, inestable y de mala calidad. Las familias además tienen que enfrentar situaciones como la caída de la señal, ¿cierto?, equipos deficientes u obsoletos, porque los equipos nuevos son muy caros, o corte del servicio por falta de pago. Y la internet, ¿cierto?, a través de dispositivos móviles, obviamente es una solución rápida al alcance de la mayoría de la población, ¿cierto?, que requiere menos habilidades digitales, pero que esconde problemas de acceso, de conexión y también de condición social, porque está demostrado de que para entrar a Internet a través del teléfono se requieren menos habilidades digitales, por lo tanto también se desarrollan menos habilidades. Acá tenemos otro ejemplo, la travesía de Niña Ovallina. Ovalle es una localidad del norte de Chile que debe acercarse al mar, de la cordillera al mar, ¿cierto?, para obtener... Isabel, faut sí. conclure. Perfecto, gracias. Para asistir, ¿cierto?, a clases remotas. Entonces tenemos diferencias en la calidad del acceso y tenemos también, ¿cierto?, falta de habilidades, ¿cierto?, que se tienen que desarrollar. Entonces, la pregunta sería, ¿es un problema de conexión o se trata de que estamos de alguna manera favoreciendo la aparición de ciudadanas y ciudadanos digitales de segunda clase, ¿cierto?, con problemas que están absolutamente cruzados, digamos, en nuestras sociedades latinoamericanas, no solamente en Chile. Ahí tenemos un ejemplo mexicano, un ejemplo argentino, que nos hablan, ¿cierto?, de cómo esta actual pandemia visibiliza con fuerza las implicancias de la brecha digital, en términos de clase, en términos de género, en términos de territorio y de conectividad. Entonces, esto obviamente repercute, si nosotros les podría mostrar muchos más datos, digamos, que lo que van haciendo es que van reforzando de que lo que estamos haciendo es que estamos ampliando una brecha en la que los museos
tenemos una participación. Entonces, ¿cómo vamos a compatibilizar en lo que viene de ahora en adelante, sobre todo pensando que esta brecha tiene otras variables, por ejemplo, la variable de género, ¿cierto? Donde nosotros podemos constatar que las mujeres son las que tienen menos conexión a Internet. Las mujeres son las que están menos alfabetizadas digitalmente, menos preparadas para este cambio. Entonces, estamos en un mundo donde a nuestros niños, ¿cierto? Cuando vuelvan a la escuela, en Chile hemos pasado todo este año sin que los niños vuelvan al colegio, y ahí hay estoy terminando ahí hay un elemento que es sumamente importante. En agosto, un dato no menor, es que en agosto de este año, el Ministerio de Educación reportó que el 10% de los escolares no había registrado ningún movimiento escolar durante todo ese año, ese mes. El 10% de los estudiantes que están estudiando desde sus hogares no había hecho nada que tuviera que ver con la escuela. Eso es una voz de alerta también para la deserción escolar. Entonces, estamos en un mundo, ¿cierto?, que ya es absolutamente distinto al mundo que había cuando nos confinaron el 18 de marzo en Chile. Desconfinamiento del que estamos saliendo recién. Algunos lugares todavía no salen. ¿Cuál va a ser el rol de los museos desde su función social, desde su función de espacios de acogida, desde esta función, ¿cierto?, de acompañamiento? ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar? ¿Qué son los museos? ¿Cierto? Los museos son lo que sus comunidades hacen de él. Si nosotros nos apartamos de nuestras comunidades, obviamente no vamos a lograr una cosa que es fundamental si queremos hacer este tránsito de consumidores culturales a ciudadanos digitales, que es generar, a través de nuestras acciones, contribuir, favorecer desde nuestro pequeño espacio como museo, ¿cierto?, el surgimiento de personas conscientes con capacidad de utilizar, transformar y construir el conocimiento individual y colectivamente mediante la búsqueda de información, la colaboración, el respeto, la solidaridad y el reconocimiento, ¿cierto? El reconocimiento y la integración de las otras y los otros. Entonces, ¿queremos que esto suceda? Bueno, pensemos cómo vamos a transformar también nuestros museos desde el punto de vista social. Nuestra pequeña propuesta es que, bueno, nos transformemos efectivamente en espacios, ¿cierto?, de ambientes colaborativos y de acogida y de refugio de todas esas comunidades que van a seguir quedando al margen de todos los cambios y que ahora van a estar en la frontera más alejada de la brecha. Merci à vous tous et je donne la parole pour la première table ronde qui va démarrer. Pour les intervenants, si vous voulez suivre le colloque, il faut se déconnecter, se reconnecter sur la chaîne YouTube. Merci à vous. Merci, chers collègues. Merci beaucoup.